Bonsoir, rebonsoir. Les images, on va voir de nouvelles images qui marquent l'histoire de la Ve République. Un ancien président qui dort en prison dans des circonstances exceptionnelles sont les révélations de TF1 et de LCI ce soir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, David Lisnard. Bonsoir, merci à vous. Vous êtes le maire LR de Cannes, président de l'Association des maires de France, personnage central dans cette recomposition de la vie de la droite, notamment française. On va venir à ce sujet-là, à la guerre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, à tout ce qui se recompose sous nos yeux. Un mot quand même sur ces images. Quand on voit Nicolas Sarkozy se rendre ce matin à la prison de la Santé, avec sa famille, aux côtés de Carla Bruni, votre premier sentiment à la découverte de ces images? Alors, moi, j'évite, ça va peut-être vous surprendre, mais de parler de mes sentiments en tant qu'homme public. Donc, je ressens, évidemment, il y a une émotion. Je connais Nicolas Sarkozy, et puis c'est un ancien président de la République, donc c'est chargé d'émotions, évidemment. Il y a une dimension politique aussi à tout cela, il y a une dimension juridique. Sur le plan personnel, sans parler de sentiments, objectivement, il faut reconnaître la dignité de Nicolas Sarkozy, tout le temps, dans ce genre de circonstances. Plus les circonstances sont graves, plus lui-même a une gravité, je trouve, qu'il honore. Sur le plan politique et juridique, je me disais que c'était quand même un sacré animal, quoi. Quelle force. Même sur le choix des livres qu'il emporte, j'entendais ce matin, avant de venir à Paris, voilà, c'est une force symbolique, Edmond Dantès. Ça veut dire quoi? Et Jésus. Ça veut dire, et Jésus, qui est un très bon livre d'ailleurs, de son petit-fils. Et bon, on ne parle pas du Comte de Monte Cristo, évidemment, d'immense œuvre aussi. Comment vous le comprenez, pardon? Non, Sur cette antenne, il y a quelques minutes, son avocat disait Renaissance, résurrection, Jésus et vengeance, Monte Cristo. Moi, alors, c'est pas tout à fait d'ailleurs le sens de Monte Cristo, mais d'abord, je pense qu'il veut les lire, qu'il va les lire parce qu'il aime lire. Et ça, c'est bien. Deuxième, il faut partir de ça. Deuxième élément, il y a évidemment une symbolique très forte. Et c'est justement, dans le conte de Monte Cristo, Edmond Dantès apprend à pardonner. Apprend à pardonner. Et c'est la force morale, après avoir flingué tout le monde. Mais oui, ça veut dire aussi que Nicolas Sarkozy, dans ces circonstances absolument douloureuses, pour lui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas la question, se projette tout le temps. Il est dans l'avenir. Voilà. Et sur le plan juridique, juste, je l'avais dit à l'époque, le soir du jugement, il y a un très bon papier de Nicolas Bavrez aujourd'hui dans le Figaro. Il faut, indépendamment de la personne, il faut être attaché à la notion d'innocence. Plus que le manque de liberté de Nicolas Sarkozy, c'est la corrélation avec l'innocence. Deux principes de base dans l'état de droit. La présomption d'innocence, le double degré de juridiction, c'est la base. Donc, évidemment, si Nicolas Sarkozy a commis des infractions qui justifient de la prison, comme tout le monde, il doit y aller. Sauf que là, 3 chefs d'accusation qui constituent la matérialité de l'infraction sont tombés. Il ne reste qu'un délit d'intention potentielle et éventuelle. Et quand j'entendais tout à l'heure dire il va prouver son innocence, il y a un principe de base du droit français, c'est que c'est à l'accusation de prouver la culpabilité. Et on ne peut pas s'empêcher de penser, moi je suis maire, je suis sur le terrain, de voir des gars qu'on arrête 14-15 fois, qui sont dangereux pour la société et qui sont en liberté. Nicolas Sarkozy, comme les autres, n'est pas au-dessus des lois, mais il n'est pas en dessous. Je termine là-dessus. Et le fait d'appliquer la présomption, l'exécution dite provisoire, qui est une exécution immédiate, bafoue totalement. Cela vaudra, selon vous, pour Marine Le Pen? Cela vaudra, selon vous, pour Marine Le Pen? J'ai déjà dit pour Marine Le Pen, mais je vais y revenir si vous voulez. Non, mais là-dessus, juste, pour vous, ça vaut de la même façon? Mais je vous réponds. L'exécution provisoire n'a de sens que si le mis en cause peut porter atteinte peut réitérer. Or là, réitérer un délit qu'on n'a pas commis, c'est quand même compliqué intellectuellement à comprendre. Et 2, peut être dangereux pour la société. C'est pas le cas. Pour Marine Le Pen, les faits, j'ai lu les 2 jugements. Je me les suis fadés tous les 2. Autant il y a des éléments probatoires dans un cas qui est celui de Marine Le Pen, c'est pas le cas dans celui de Nicolas Sarkozy, mais pour Marine Le Pen, l'exécution provisoire, à mon avis, est une grave erreur aussi, David y compris dans le cas de Marine Le Pen. Dans l'histoire de la Ve République, le caractère jamais vu de ce à quoi on assiste, c'était les révélations il y a quelques secondes du service police-justice de TF1 et d'LCI sur le fait qu'une exception lui est faite, décidée par l'administration pénitentiaire. Il a ce soir, dans la cellule à côté de la sienne, 2 officiers de sécurité, donc ça montre que de fait, évidemment, l'ancien président, avec les menaces potentielles qui pèsent sur lui, tout est différent aussi. Quel regard vous portez là-dessus? Oui, je crois que la justice devrait veiller à la sécurité de tous les détenus. C'est malheureusement pas le cas. Mais c'est pas parce que ce n'est pas le cas pour tous les détenus qu'il faudrait que Nicolas Sarkozy puisse se faire assassiner en prison. Enfin, juste, il y a quelque chose qui est passé inaperçu la semaine dernière, c'est le résultat de l'enquête administrative sur l'assassinat d'Ivan Colonna en prison par un détenu islamiste. C'est un scandale pour moi d'État.
Et qu'est-ce qu'il en ressort de cette enquête administrative, comme tout le temps? C'est qu'il n'y a aucune responsabilité individuelle. Dans le pays qui a le record du monde des prélèvements obligatoires et de la dépense publique, on a un service de la justice qui est un service de la justice aujourd'hui défaillant. Donc, c'est pas parce que ce service est défaillant qu'on doit laisser Nicolas Sarkozy exposer, un ancien président de la République, exposé à tous les règlements de compte possibles. David Lisnard, au-delà de ces événements, alors c'est l'histoire de la Ve République, c'est l'histoire de la droite française. Aujourd'hui, l'état de la droite française, quel regard vous portez sur le panorama général? Alors, passons l'affaire Sarkozy, on verra ce que la décision de justice finale sera, mais la guerre, et on voit il y a des développements, on va y arriver dans un instant, entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, le fait qu'il y ait une forme d'implosion, comment vous voyez ça? Quel est l'intérêt du pays? L'intérêt du pays, c'est qu'il y ait une alternative qu'on qualifie de droite, c'est-à-dire sur un projet qui pour moi doit être clairement libéral sur le plan économique, clairement sécuritaire et clairement éducatif. C'est ce que je propose avec Nouvelle Énergie, mon parti. Bon. Et en l'occurrence, qu'il y ait des rivalités, ça fait partie de la vie politique. Il y en a à gauche, à droite, il y en a toujours eu. Mais sur un petit capital électoral pour l'instant. Le problème, c'est qu'effectivement... Chirac-Giscard, c'est un énorme capital, là c'est tout petit. Vous avez anticipé la suite, c'est que c'est tout petit. Et ensuite, le problème, c'est que quand il n'y a pas une clarté doctrinale, une clarté de ligne, ne reste que les conflits de personnes. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver aujourd'hui à cristalliser autour d'une clarté doctrinale. Je pense que, contrairement à ce qu'on lit tout le temps, il n'y a pas une tripartition. Je pense que dans le spectre politique aujourd'hui en France, il y a 4 blocs. Il y a 2 blocs de gauche, on voit, donc des sociodémocrates qui essaient de se reconstituer autour de M. Glucksmann, Bernard Cazeneuve, etc. On reparlera tout à l'heure dans le détail. J'aimerais quand même qu'on reste un instant quand même, parce que vous dites bataille de personnes. Bataille de personnes, ça fait partie quand même c'est normal, c'est la politique, il ne faut pas c'est la compétition. C'est la compétition. Déclaration, elle date de quelques minutes pour certaines d'entre elles. Bruno Retailleau, pour faire la guerre, il faut être 2. Les militants ont tranché la question, 75% d'entre eux m'ont élu président de notre mouvement. La guerre des égos, ça suffit. Version Bruno Retailleau. Version Laurent Wauquiez, tout à l'heure, je n'ai pas d'adversaire. Quel est votre camp? Les deux disent la même chose. Il y en a un qui dit j'ai pas d'adversaire, donc ça veut dire qu'il ne veut pas faire la guerre. L'autre qui dit j'ai gagné, donc il n'y a plus la guerre. Vous les croyez? Oui. Non, Vous êtes indulgent? Oui. Oui, mais non, j'ai envie de les croire. Et effectivement, Bruno Retailleau a gagné cette élection très, très facilement. Moi, à l'époque, je lui ai dit et écrit qu'il fallait qu'il parte du gouvernement après son élection. Vous êtes content qu'il soit parti là? Il fallait le faire. C'était pour moi in extremis. C'est-à-dire que dans ces circonstances-là, pardon, j'aurais préféré qu'il le fasse avant, mais voilà, ce qu'importe. La nomination de Bruno Retailleau, son tweet dans la soirée de dimanche, son départ, pour vous, est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il a bien fait? L'enjeu, c'est ni Bruno Retailleau, ni Laurent Wauquiez, ni moi-même. Si aussi. Non, mais l'enjeu, c'est quoi? C'est de ne pas laisser le monopole de l'alternative à la gauche, et notamment à l'extrême gauche, et au RN. Pourquoi il ne faut pas leur laisser? Parce qu'on pense qu'ils n'ont pas des bons projets pour la France. Donc, il faut incarner une alternative. Et vous ne pouvez pas être une alternative à quoi vous participez. Je ne sais pas si c'est très français ce que j'ai dit. C'est pour ça qu'il ne fallait pas, alors qu'on n'était pas allé sur le Titanic au moment où il naviguait avec un orchestre flamboyant, au moment où il coule, se jeter dans le bateau, dire je reste dans le bateau et je suis la Russie. Mais attendez, il faut construire une autre embarcation. D'accord, mais vous n'êtes pas Sainte-Thérèse. Pour créer une autre épopée, comme dirait Jean-Louis Borloo. Vous n'êtes pas Sainte-Thérèse, vous ne pouvez pas dire je choisis tout. Il faut quand même choisir. Vous avez une préférence pour Retailleau ou pour Wauquiez? Mais j'ai soutenu Bruno Retailleau. Et elle est maintenue aujourd'hui. Cette préférence, dans les circonstances présentes, vous la maintenez? J'ai indiqué à Bruno Retailleau ce qui, pour moi, j'ai une ligne, je ne change pas. C'est la même. Je l'ai indiqué publiquement il y a 15 jours. Alors ça je ne dis pas que ça a été une onde de choc nationale, je ne sais pas cette prétention, mais en interne, j'ai dit voilà, quelles sont les conditions pour que LR soit légitime et crédible. La doctrine va dans le sens pour l'instant. Mais si, je l'ai dit, voilà, moi je reste constant sur ma ligne de conduite, et si les choses ne sont pas claires, je l'ai dit, je les mènerai différemment. Est-ce que ça veut dire, pour être très clair, que de fait, aujourd'hui, LR, selon vous, doit être clairement dans l'opposition? On a l'impression... Voilà, aujourd'hui, c'est l'opposition. Bien sûr, évidemment. Moi, ça ira jusqu'au vote d'une censure s'il le faut. Moi, je le préconise. J'ai lu le discours de politique générale du Premier ministre. On ne peut pas cautionner le fiscalisme, on ne peut pas cautionner l'abandon de la réforme des retraites, que les mêmes nous présentaient comme l'alpha et l'oméga, cette réformette nécessaire mais pas suffisante.
On ne peut pas passer, quand on perd ses profits, l'absence de mesures sécuritaires, l'absence de mesures pour couper le robinet de l'immigration. Enfin, ou alors c'est pas la peine, quoi. Sur la question des retraites, ce serait trop long de résumer les rebondissements de la journée. Je crois qu'on y passerait 2 heures parce qu'il y a déclaration du président de la République, déclaration du Premier ministre. Mais en gros, ça se joue entre suspension, une suspension qui serait en faire un report, d'autres qui disent en réalité on est en train d'enterrer parce que tout ça va finir par se perdre dans les sables. Quelle est votre interprétation ? Mais tout ça, c'est sordide. C'est qu'il y a des gens qui essaient de rester au pouvoir et qui s'assoient sur toutes leurs convictions. C'est les mêmes qui nous disaient, je le répète, que cette réforme était indispensable tout de suite. Eux disent concession. Eux disent concession. Je pense, mais c'est compromis. Mais compromission. Vous savez, il faut que tout change pour que rien ne change. Donc l'instabilité, c'est eux. Aujourd'hui, on est dans une époque où on est à la fin de 3 grands cycles. C'est la fin de l'européanisation du monde. On le voit très bien en géopolitique. Et on a besoin d'avoir une approche continentale ambitieuse avec des nations fortes en Europe. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fin de l'européanisation du monde. La politique américaine en témoigne notamment. Deuxième élément, c'est la fin de l'État-providence, qui reposait sur une croissance démographique, sur une croissance économique, sur la productivité et sur une immigration. C'est limité à une immigration du travail. Et c'est la fin du macronisme qui est en même temps qui ne correspond pas aux besoins de l'époque. Il reste 18 mois. Il reste 18 mois. 18 mois, c'est long en politique. Il y a les artisans du chaos, les ingénieurs du chaos, les bricoleurs du chaos quotidien. Moi, j'essaie de vous proposer, de dire qu'il faut proposer une alternative. David Starr, soyons je très laisse aux concrets, spécialistes du rafistolage le fait d'essayer de rafistoler le mieux possible. Il me semble qu'on doit se concentrer pour proposer une nouvelle espérance à la France. Soyons très concrets. Votre scénario, quel est-il ? Si tant est qu'il y a un scénario, donc vous êtes dans l'opposition, les LR sont dans l'opposition, claire. Vous préparez la présidentielle. Ouais. En théorie, c'est dans 18 mois. En théorie, oui. Bon. Et M. Retailleau est le candidat naturel de la droite aujourd'hui ? Non. Il n'y a pas de candidat naturel de la droite aujourd'hui, de même que Laurent Wauquiez ne l'était pas hier. Il n'y en a aucun. Aucun d'entre nous ou aucun d'entre eux, vous mettrez ce que vous voulez, ni Édouard Philippe, si tant est qu'il soit de droite. Bruno Retailleau commence ce soir, dit-il au Figaro, un tour de France. Mais il a raison, il est président de LR, il est légitime, il a une... Président LR, mais pas candidat naturel à la présidence. Pourquoi cette nuance pour vous avez apporté la réponse tout à l'heure. Vous disiez tout à l'heure que on était sur je ne sais plus quel est le terme exact, mais sur on était beaucoup plus réduit. On a fait moins de 5% à la précédente présidentielle. Donc c'est pas d'autant plus. Ce serait pas mal de partir avec un candidat clair dès le début. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut arriver à cristalliser et il faut arriver dans cette quadrangulaire. Moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne pense pas qu'on soit dans un tripartisme. Le socle commun, c'est n'importe quoi. Le bloc central, il faut faire voler en éclat. Je peux me permettre déjà que vous occupez de votre boutique, c'est déjà... Vous-même, est-ce que vous faites partie des candidats ? J'ai eu des boutiques parce que moi, j'étais commerçant et je ne voyais pas ça de façon péjorative. C'est pas négatif du tout. Et j'invite chacun à savoir ce que c'est qu'un banquier, un stock, recruter, prendre des risques personnels, avoir des huissiers à la maison. Mais justement, dans une boutique, il y a un patron. Vous avez besoin d'un patron à droite. Deuxièmement, est-ce que vous en convenez ? Vous avez besoin d'un patron. Il faut un patron à droite. Et donc, qui est-il aujourd'hui ? Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de patron à droite. D'accord ? Donc, il faut le déterminer. Je répète qu'on est dans une logique où il y a une extrême gauche puissante, une gauche qui essaie de se reconstituer, et à droite, un RN qui se dit ni de gauche ni de droite. Marine Le Pen a dit sur votre plateau à 2 reprises qu'elle balayait la droite. Et ensuite, un conglomérat dispersé qui va de l'UDI, des centristes, jusqu'à Dupont-Aignan, la Reconquête, etc. Donc là-dessus, et ça c'est agrégé. Et je pense que la majorité du pays, elle est là. C'est plus de sécurité, donc un État plus fort contre ceux qui nuisent, et un État qui pénalise moins, Pompidou disait, qui emmerde moins les Français qui produisent. Plus fort contre ceux qui nuisent, plus libéral avec ceux qui produisent. Donc cela... Comme aujourd'hui, il n'y a pas de leader naturel. Il n'y a pas le Sarkozy de 2007, il n'y a pas le Chirac d'avant, etc. Il faut une grande primaire de la droite qui permettra de proposer, d'établir une personnalité et d'éviter que ce soit des chapeaux à plumes, que ce soit un arrangement entre politiciens, que ce soit le classement de l'ENA. Moi, j'ai pas fait l'ENA en plus, donc vous voyez, comme j'ai quelques ambitions, je ne pourrais pas y aller. Ça peut être un plus. Et ça permettrait aussi d'avoir une confrontation des projets, de démasquer les imposteurs. Vous serez candidat, évidemment, à cette primaire. Une primaire, bien sûr, et avec Nouvelle Énergie. C'est-à-dire qu'on démasque ceux qui font du marketing politicien, qui cherchent à flatter. Voilà. Et c'est pourquoi aussi, je pense qu'il faut mettre sur la table 4 ou 5 grandes propositions, au moins en objectif. Ensuite, on verra
en termes de degrés, sur la réduction des dépenses publiques, sur la maîtrise de l'immigration, sur la modernisation de l'appareil d'État, sur la relance de l'éducation. On devrait focaliser nos efforts. Comment on retrouve une éducation, une instruction forte, une instruction vous avez une publique. particularité, David Lisnard, sur notamment la réduction de la dépense publique. Vous êtes le seul homme ou la seule femme politique que j'ai vue sur ce plateau dire oui. Je suis un homme. Il faut moins de... Oui, vous êtes un homme, oui, mais je pensais aux candidats Qu'est-ce qui vous fait dire que oui, je suis comme vous suiviez les émissions de Schneiderman. Mais vous avez de bonnes lectures. Mais vous êtes le seul à dire oui, il faut moins de fonctionnaires en France et à articuler même des chiffres. Je crois que vous avez des estimations. Moi, je suis sur 12% de réduction. Il faut des agents à qui on donne du sens des missions, qui soient mieux rémunérés, qui aient des vrais moyens de travail, et donc qu'on réduise toutes les fonctions administrantes. Aujourd'hui, on a le nœud gordien à trancher, vous avez parfaitement raison d'insister là-dessus, c'est celui de notre pays qui dépense plus qu'ailleurs pour le service public, et où les services publics se délitent, et où les gens sont moins bien qu'ailleurs, moins bien payés. Donc j'en veux pour mon argent en tant que contribuable, je n'en ai pas pour mon argent en tant que contribuable. J'en veux en service en tant qu'usager. Et si j'étais agent de la fonction publique, je voudrais être respecté et pouvoir bien bosser. Donc c'est un travail que l'on fait dans toute organisation humaine. C'est de réduire les fonctions administrantes. C'est de réduire pour qu'il y ait plus de soignants, pour qu'il y ait des professeurs mieux considérés, mieux formés, pour qu'il y ait plus de magistrats, plus de gardiens de prison. Expliquez ça. Il faut qu'il y ait moins de bureaucrates. Et pour qu'il y ait moins de bureaucrates, il faut qu'il y ait moins de bureaucratie. C'est tellement exceptionnel. Donc, il faut déréglementer. Généralement, tous les hommes politiques se réfugient en disant oui, il ne faut pas moins, mais mieux, puis il faut du millefeuille, blablabla. Non, vous dites 12% de fonctionnaires en moins. C'est ce que j'ai essayé de faire. C'est pas ce que j'ai essayé, c'est ce qu'on a fait dans la mairie. C'est faisable à l'échelle du pays, d'après vous? Oui, parce que c'est ce que la France a su faire dans le passé. C'est ce que, sous Poincaré ou sous De Gaulle, en 58, c'est ce que d'autres pays ont su faire pour se relancer, et c'est l'intérêt du service public. C'est-à-dire qu'il faut arriver aujourd'hui à recréer des flux. Il faut recréer le moteur économique. Donc c'est pas une fin en soi, la réduction. C'est une modalité qui va nous permettre de relancer la production. Il faut qu'on regonfle le moteur de la production. Et ce sera la condition pour retrouver un service public digne de ce nom, mais aussi pour retrouver du pouvoir d'achat, pour retrouver du revenu. Et pour que les gens gagnent plus, il faut penser aux actifs qui sont les grands sacrifiés et les jeunes de l'abandon de la réforme des retraites. Les grands sacrifiés, c'est les jeunes et les actifs. Tous, de tout ce qui se passe. Juste, vous vous rendez compte que dans le projet de budget, il y a une taxe sur les tickets restaurants. Moi, j'ai jamais déjà compris le système des tickets restaurants. C'est-à-dire que plutôt que de donner, je sais pas moi, 20 € en plus de revenus par agent par jour, non fiscalisés, on leur donne un ticket et on le fait gérer par des boîtes privées, donc il y a déjà 7 ou 8% de frais de gestion. Et c'est une niche fiscale gérée par le privé. Et là, on est un pays tellement fou de sa bureaucratie, tellement dingue, qu'on crée un impôt sur la défiscalisation du chèque resto. Non mais c'est débile. Voilà. Monsieur le maire, donc reprenons s'il vous plaît. Pour parler des gens qui bossent, qui travaillent, et ce que je veux dire, c'est que la baisse de ces dépenses, c'est ce qui va permettre de cotiser moins pour gagner plus et de retrouver. C'est pas une vision comptable. C'est au service de l'être humain et de la performance et du rayonnement du pays. Le fil de votre scénario, vous dites primaire de la droite qui dégagera un candidat et un projet. Bien sûr. Et pour l'instant, quand on regarde la réalité des chiffres, c'est pas assez pour gagner. On voit bien à quel point, surtout maintenant que ça se recompose, certains plaident pour une forme d'union des droites. Laurent Wauquiez, ici même sur ce plateau, il répondait à Elisabeth Martichoux, disait il faut une droite qui aille très large, qui aille de Darmanin jusqu'à Sarah Knafo. Le pensez-vous? Oui, je le pense, oui. Je le pense, mais il ne faut pas l'aborder comme ça, parce que ça fait truc d'arrangement de parti. Il faut qu'il y ait une union de la droite, comme on disait au bon vieux temps. C'est-à-dire que il faut un pôle fort qui puisse gagner contre la gauche et contre le RN, ou discuter avec tous ces gens-là. Donc vous ne mettez pas le RN dans cette droite? Mais parce qu'eux-mêmes ne s'y mettent pas. Pardon, mais j'ai d'autres références que celles que vous évoquiez tout à l'heure, j'ai les vôtres. J'ai entendu ici Marine Le Pen balayer cela, et je l'ai entendu depuis. Et d'une part, et d'autre part, je regardais les travaux parlementaires des dernières heures, quand je voyais l'inflation fiscaliste... C'est ce qu'ils disent maintenant. Maintenant, quand il s'agit de s'approcher du pouvoir, tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil, à un moment donné, il y a un principe de réalité. Moi, j'ai pas voulu me fourvoyer en allant dans le macronisme qui, pour moi, abandonne les principes fondamentaux qui sont les miens, c'est-à-dire de lutte contre la fiscalité, d'autorité régalienne et de lutte contre le wokisme, etc. C'est pas pour me fourvoyer de l'autre côté que des gens qui veulent la retraite à 60 ans, 62 ans, on n'y comprend rien. Donc Guy clarifie ça, et puis on verra. Ensuite, attention, la politique... Pardon, j'insiste. Si on veut s'allier à d'autres,
Oui. Il faut un programme, il faut quelque chose. Vous insistiez vous-même sur les programmes. Ou gagner. Non, mais écoutez-moi. Mais si vous dites, pardon, vous avez l'air d'approuver la formule de la Ve République. Retrouver la formule de Darmanin à Knafo. Il faut un programme. Ça veut dire quoi? Un programme commun, comme il y a eu un programme commun entre les socialistes et les communistes dans les années 70? Il y a deux façons de le faire. Soit il y a un tronc commun minimum autour de 5 propositions, et je prends l'initiative dans ce sens-là, soit on va directement à la primaire, dans laquelle s'inscriraient ces gens-là. Et ceux qui perdent s'engagent soit à supporter, soit à se taire, pas définitivement, jusqu'à l'élection. Attendez, soyez précis. Ça veut dire vous imaginez une primaire dans laquelle Sarah Knafo, un Éric Zemmour, ou même les droites et les droites nationalistes au sens le plus large. Même le RN. Mais l'UDI, si la gauche se sent de droite, mais le RN ne viendra pas. Ils ne se disent pas de droite, ils sont à 35%. C'est vous là qui déviez le propos. Non, mais c'est pour clarifier, pour comprendre bien votre logique. Ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt du pays. Je pense qu'il faut absolument maintenant un projet, à l'heure on dirait libéral et conservateur, etc. Il faut le faire. Et ça, il faut gagner. Il y a des principes de réalité. Les 5% que fait un Dupont-Aignan empêchent d'aller au second tour. Les 3 ou 4% que ferait je sais pas qui. L'UDI a des gens formidables. Les centristes ont des gens formidables, qui sont bien plus solides qu'on ne le pense sur les convictions. Donc là-dessus, il faut cristalliser cela. Et pardon, qu'on voit bien, on voit les visages qui s'affichent. Donc on comprend bien que dans votre logique, cette grande primaire, même élargie, il n'y a pas Marine Le Pen dans votre esprit. Non, mais on comprend bien. Et en plus, vous raisonnez. C'est vraiment qu'on comprenne bien. Vous dites vous-même. Je crois que tout le monde a compris. Pas encore. Soyons encore plus précis. Donc Jordan Bardella, non, dans votre esprit. Marion Maréchal. Pourquoi pas, oui. Enfin, je sais pas. Non, mais oui, c'est pas. Je l'ai dit, moi. Ce que je veux maintenant, c'est qu'on choisisse et il faut qu'on arrive à faire ce que François Mitterrand avait réussi à faire avec la gauche. Voilà. C'est rare que je fasse une référence de François Mitterrand. Mais il faut arriver à faire cela. Et le plus important, c'est l'intégrité du projet. C'est l'intégrité de la politique qu'on va mener. Si on est ambigu avant les élections, on va planter les gens. Alors bien sûr, là, tout le monde va focaliser, etc. Il y a des principes éthiques et des principes programmatiques. Le principe éthique, ça a été dit, le principe éthique, c'est qu'il n'y ait aucune dérive anti-républicaine. Ouais. Voilà. Donc chacun jugera si c'est anti-républicain ou pas. Et ensuite, il y a les principes programmatiques, c'est qu'on ne se foute pas du monde. David Lisnard, qu'on soit clair et net. Un mot sur le président de la République. Et moi, je suis un républicain. Vous avez, certains vous le reprocheront, d'avoir une forme de fixette sur Emmanuel Macron. Vous faites partie de ceux, vous avez souvent prononcé le mot macronisme dans cette entretien. C'est un hommage. Si vous voulez. Que répondre à ceux, on entend l'objection, elle a été faite même à d'anciens premiers ministres, de ceux qui sont en train d'affaiblir la fonction présidentielle en lui demandant de démissionner avant le terme. Encore une fois, il lui reste 18 mois, il a été élu par le peuple français. J'ai été le premier avec Jean-François Copé et Hervé Morin à dire, il y a plus d'1 an, que la solution pourrait être que le président de la République, dans un geste gaullien, disent ma succession de mauvaises décisions, le fait de remplacer Madame Attal par Monsieur Borne à 6 mois des européennes, cette dissolution qui était une sorte de référendum sur ma personne, a amené le pays dans le blocage. La grande nouveauté depuis 58, c'est qu'on est bloqué. Et je pense qu'il faut justement retrouver l'esprit de la Ve République. Donc, une sortie de crise aurait été de dire je diffère ma démission de plusieurs mois pour qu'il y ait une offre politique qui s'organise à gauche et une à droite. Et on fera les choses dans l'ordre. D'abord une présidentielle et ensuite des législatives. Je n'ai jamais entendu un contre-argument rationnel à cela. C'était une hypothèse de solution de crise que je continue de souhaiter. Monsieur Pour ma part, je ne dois rien politiquement à Emmanuel Macron. Oui, ça, c'est sûr. Ceux qui lui doivent tout et qui demandent sa démission, il faudra leur demander s'ils sont bien avec eux-mêmes. Ils sont ingrats d'après vous? Oui, ça fait partie du jeu politique, certainement. Moi, j'ai jamais été comme ça dans ma vie. Jamais dans ma vie. Voilà. Est-ce que vous avez sous-estimé son habileté manœuvrière? Quand on regarde la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même... Le gouvernement actuel, je finis juste la question. Le gouvernement actuel, au fond, est plus macroniste que ne l'était le gouvernement précédent, de fait. Les principaux grands ministères. N'auriez-vous pas surestimé sa capacité à régler les problèmes du pays? N'auriez-vous pas surestimé son sens de l'État qui consisterait à dire le pays recule, on a des enjeux majeurs aujourd'hui, le pays s'effondre, on a besoin d'avoir une politique claire, on a besoin d'avoir un rendez-vous démocratique et on a besoin de retrouver une... Vous comprenez, il faut retrouver une respiration démocratique, il faut que les projets se confrontent. Et il faut que les gens choisissent. Et on est dans le guépard, là. Il faut que tout change pour que rien ne change. En plus, on nous fait la leçon. Vous avez décidément des références qui surprendront. Non, mais vous voyez... Je vous lis sur Twitter. Alors, Kerouac, le guépard et les émissions Schneiderman. On the road again. Voilà. Bravo. David Lisnard. C'est un appel à la clarification, tout simplement parce que la démocratie est le pire des systèmes après tous les autres. C'est Churchill, ça vous va comme référence? Très bien. Et voilà. Et c'est un moment churchillien dans lequel nous sommes.
Merci beaucoup, David Lisnard, d'avoir été avec nous et pour la clarté de vos réponses. On va arriver aux importants événements à l'étranger et en particulier ce qui se passe concernant le vol de Vladimir Poutine, puisqu'il y a un certain nombre de révélations sur les menaces qui pourraient peser sur le vol du président s'il se rend à Budapest. Mais l'hypothèse même du sommet de Budapest est en train de s'éloigner. On verra pourquoi dans des circonstances extrêmement tendues.